Bonjour, je vous présente cet ouvrage. François Furet, l'atelier de l'histoire. L'histoire reste un savoir indissociable de la notion constitutive de son sens, traquant les secrets des sociétés et non plus ceux des nations, éclairant le national par le social. Les sciences sociales ont, comme le marxisme, le projet d'expliquer les faits sociaux. L'idée d'une histoire totale est insaisissable. Ambition d'avoir sur un objet ou sur un problème donné une perspective plus complète, une description plus exhaustive, une explication plus globale. L'histoire a pour vocation centrale l'analyse de l'évolution. À l'aide du temps s'établit une perspective comparatiste. L'immobile pendant des siècles a été réputé non historique. Seul le changement l'était. L'histoire était ce mouvement qui portait les collectivités humaines vers le progrès. Cette ligne maîtresse du temps s'est brisée et l'histoire s'est ouverte. Ce qui n'a pas bougé pendant des siècles est aussi digne d'examen que ce qui n'a pas duré. Mutation compréhensible avec le déclin de l'Europe et la crise des nations dominantes. L'explication historique traditionnelle obéit à la logique du récit. L'avant explique l'après. Les événements reçoivent leur sens de l'extérieur. La démographie, l'économie, la sociologie investissent un champ de plus en plus déserté par tout ce qui l'a peuplé si longtemps. Les rois, les grands, les nations et le théâtre du pouvoir. Les historiens ont renoncé à la politique et au récit pour une dimension sociale de l'événement. L'histoire est événementielle. Au centre de la discipline, il y a le dépôt d'archives, de préférence locale qui donne son sens à l'activité de l'historien. L'histoire-restitution s'oppose à l'histoire-interprétation. L'histoire même savante n'est pas et ne sera jamais une discipline assez exacte pour réunir l'assentiment de ceux qui l'écrivent sur les critères qui séparent le scientifique du non-scientifique. Les règles de procédure définissent un métier, non une science. L'amateurisme et le travail bâché sont visibles. Certitude historique et jugement moral se combinent en se renforçant. La déstabilisation a mis en cause justice et vérité à l'intérieur du monde socialiste. La déstalinisation de Staline. Le transfert de l'espérance révolutionnaire sur l'Union soviétique puis sur le tiers-monde constituait déjà un aveu d'impuissance implicite sur les possibilités nationales. Lévi-Strauss, qui a la passion de l'exactitude, modèle et représentant du structuralisme, renouvellement du grand paradoxe rousseauiste, amour pour la vie naturelle, cette tendresse pour l'homme primitif, nostalgie du bonheur perdu par les sociétés industrielles. Mais pas plus que Rousseau, il croit au retour d'un bonheur primitif perdu. L'ambition est implicitement transférée de l'individuel au collectif, de l'analyse au décodage d'une langue. Le domaine des idéologies est celui d'une fausse conscience du réel. Lévi-Strauss est le contraire d'un homme engagé, pensée hyper-intellectuelle et systématique qui tend à une théorie générale de l'homme. L'histoire a été fondée sur les traces écrites de l'existence des hommes et l'historien d'aujourd'hui se trouve obligé de renoncer à la naïveté méthodologique et de réfléchir aux conditions d'établissement de son savoir. L'histoire ne saurait être réduite à la seule description et interprétation de l'activité économique. L'histoire est fille du récit. Faire de l'histoire, c'est raconter une histoire. Dire ce qui est arrivé, le récit historique obéit à un découpage du temps inscrit dans le donné brut, à la donnée brute du vécu. Il fixe les souvenirs des individus et des collectivités. Pourtant, l'événement pris en lui-même est inintelligible, privé de signification, comme un caillou sur une plage. Il faut l'intégrer à un réseau d'autres événements.
les conclusions d'un travail sont de moins en moins séparables des procédures et des vérifications qui les sous-tendent. L'archive sur laquelle on écrit l'histoire de collection de documents est devenue construction sérielle de données. Il faut cerner leur signification. Des simulations permettent de cerner le rôle d'une variable, exemple l'âge de mariage. Dans un système et même dans l'évolution de ce système, l'interprétation des résultats ne présente pas le même degré de certitude que les résultats eux-mêmes. Éclatement de l'histoire en histoire, avec un S. L'espace est historisé au prix d'un morcellement du temps. L'histoire événementielle est à la fois un type de description du passé et un type de sélection des faits. L'histoire non événementielle récuse le récit dans la mesure où elle définit d'abord des problèmes. L'histoire philosophique a un autre pôle conceptuel que le progrès de la civilisation. C'est l'origine de la nation. L'histoire devient un enjeu scolaire comme savoir et comme discipline et va être la généalogie de la nation. La Restauration est le premier régime à établir un enseignement systématique et chronologique en remettant à l'honneur sa propre généalogie, celle de la tradition monarchique. L'esprit du programme est de tradition catholique et dynastique. La droite ultra-royaliste ne propose que le droit divin, la providence, le retour à Bossuet, vers 1820. Au XIXe siècle, les tout-petits aussi sont formés tôt au jugement et au patriotisme. L'histoire devient un champ du savoir intellectuellement autonome et socialement nécessaire, devenant la pédagogie centrale du citoyen. Les sciences et les arts sont quant à eux les instruments de la laïcisation d'un monde. La grande idée qui gouverne la rationalité du pouvoir et du monde, la pensée des Lumières, s'était chargée à la fois d'ambition et d'utopie. L'ambition du pouvoir et l'utopie du bonheur. L'histoire de France offre le champ immense de ces justifications. À la place de Dieu, elle est devenue dépositaire du contrat originel. Des droits des Français et des secrets du pacte social, légitimation. Pour mieux comprendre et non pour mieux revivre. La tradition est mobilisatrice d'énergie intellectuelle et morale, sans inviter à la rêverie. La Révolution française, avant de devenir le point zéro de l'histoire de France, le mythe des origines de notre société contemporaine aura d'abord été la culmination de notre passé, la restauration du collectif national dans la plénitude de ses droits, charges émotives qui constituent les nations modernes. Les mêmes causes qui ont fait la grandeur de Rome sont à l'origine de sa chute, quand l'extension de l'Empire amène un gouvernement monarchique incompatible avec les lois qui l'ont rendu nécessaire. La civilisation romaine, matrice de l'Europe, la philosophie des Lumières élabore progressivement un schéma historique trinaire, sauvage, barbare, civilisé. Les sauvages n'ont ni écriture, ni métaux, ni animaux domestiques. En Amérique, les barbares ont des métaux et des animaux domestiques. Les nations civilisées ont l'industrie et les arts. Le sauvage appartient à l'ordre de la nature, figurant l'origine de l'humanité. Denis Diderot, les nations ont tout oscillé de la barbarie à l'état policé, puis à la barbarie par des causes imprévues. Alan Gibbon, est le premier historien à traiter ensemble l'histoire romaine et l'histoire religieuse. Passage de la Rome des empereurs à celle des papes. Pour Alan Gibbon, le gentleman scholar, aucune civilisation n'a atteint le point de perfection de l'Empire romain et aucune religion n'a été aussi nocive dans l'histoire humaine que le christianisme. Declines and Falls, son ouvrage principal et unique. Affrontement entre Rome et les barbares et décomposition intérieure de l'Empire par les chrétiens. C'est une Rome affaiblie par l'esprit du christianisme, Montesquieu. Et le vrai vainqueur des invasions barbares, c'est le christianisme du Moyen-Âge. Ainsi, Alan Gibbon pousse son récit du déclin de Rome jusqu'au XIVe siècle. L'histoire du christianisme le fascine. Il n'aime pas ce christianisme des églises constituées.
Et le grand principe reconstructeur du monde, c'est l'Europe sur les débris de l'Empire romain. Civilisation, barbarie, christianisme, barbarie christianisée. Rome étant une civilisation chimiquement pure, c'est-à-dire sans Église. Le malheur du sauvage ne peut être qu'un retard, le voyageur vulgaire, le pittoresque de la différence. Le sauvage, c'est l'enfance de l'homme. L'Indien, c'est la nature sans l'histoire. Seul l'Américain réconcilie les deux principes. Sainte-Beuve dira de Tocqueville qu'il a commencé à penser avant d'avoir rien appris. Intellectuel qui n'a jamais appris que dans le cadre du droit. Alexis de Tocqueville appartient au monde vaincu par la Révolution française. Toute son œuvre peut être considérée comme une interminable réflexion sur la noblesse. Une méditation commencée dès l'adolescence sur lui-même, sa famille, sa vie, le sens historique de l'échec de la Restauration de 1830. Son père, Hervé, avait écrit sur les causes de la Révolution, une dégradation entre la monarchie absolue et la noblesse. Les paroles de liberté ne se répétaient de toutes parts. Il invoque l'esprit du temps méconnu par la monarchie. L'Amérique offre un double laboratoire, existentiel et conceptuel. L'Amérique présente l'exemple d'une expérience chimiquement pure de la démocratie. Simplicité et audace. L'état social des Américains est caractérisé par une démocratie portée à son extrême, par la tradition des origines, le soulèvement pour l'indépendance et la législation. L'égalité très dominante de la démocratie. Conséquence, la liberté ou la servitude, la souveraineté du peuple ou celle d'un maître. La démocratie n'est pas la fin de l'histoire, moins encore la réconciliation de l'humanité avec elle-même. Une société où règne l'égalité est une société où ont disparu entre les individus les bannières des classes. Marx a une pensée plus complexe et reste dans une perspective qui cherche à réaliser les promesses de l'égalité. Il attaque l'inégalité dans ses sources les plus cachées. La thèse de Vichy-Bouclier, la survie des 3/4 de la communauté juive qui vivait en France en 1939 et l'immense majorité des 75 000 juifs déportés de France vers les camps où ils furent exterminés étaient des juifs étrangers. Cette distinction lugubre reprise de Vichy sert toujours à sa justification posthume. Le gouvernement de Vichy a activement protégé contre la déportation après les avoir persécutés par sa législation, les Juifs français. Après la guerre, la naissance d'Israël et 20 ans après la guerre des 6 jours, cristallisant l'opinion des Juifs français sur le nouvel État. Or, le problème juif n'est pas normalisable. Il faut vivre avec lui tel qu'il est. C'est la condition de la liberté pour tous, car c'est un des critères de la démocratie. Le sionisme constitue pour Gershom Scholem, au niveau profane, un point de vue politique, la prise en main du peuple juif de son histoire politique. Le sionisme n'accomplit aucune promesse et ne remplit aucune attente messianique. Léon Wittgenstein, le juif est adossé à ses ancêtres, mais il est encore à la recherche d'un fils. La gauche française retrouve dans le problème juif un révélateur de l'injustice capitaliste, la haine de l'Europe chrétienne dans une coagulation du problème juif, Sartre. Quand l'État juif est menacé, reparaît le spectre de l'extermination finale. Un pays qui incarne la plus vieille mémoire écrite de l'humanité. François Furet, l'atelier de l'histoire. Merci.